Nous allons commencer. Bonjour à vous. La mairie de Yaoundé 5e est heureuse de vous accueillir ici dans cette salle. À l'occasion de notre célébration de mariage, aux familles, aux amis, aux connaissances, aux groupes ici présents, nous vous souhaitons la bienvenue et l'agréable moment parmi nous. Le mariage est un événement heureux, un acte solennel qui unit l'homme et la femme. À cet effet, le législateur camerounais a prévu quelques articles. Monsieur le maire va vous les faire découvrir et je suis Chers mariés, chers parents, chers invités, bonjour. Vous venez donc de suivre l'introduction de M. le secrétaire. Le mariage est un engagement, une institution légale et une comparution publique. À cet effet, donc, le législateur camerounais a prévu 4 articles que nous allons les lire et donner quelques conseils. Sans donc plus tarder, nous allons commencer notre célébration de mariage. Tout à l'heure, nous allons suivre les droits et les devoirs respectifs des époux. Je vais donc commencer par l'article 212 qui stipule: les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Alors dans cet article, on retrouve le mot fidélité, secours et assistance. On va donc d'abord prendre la fidélité sur 2 formes: la fidélité physique et la fidélité morale. On commence par la fidélité physique. Au moment où on veut prendre pour épouse, alors on vous demande donc d'être fidèle. Est-ce que vous me suivez? Parce que l'infidélité n'est pas une bonne chose dans un ménage. L'infidélité a beaucoup plus de problèmes. Si il dit qu'il faut être fidèle, cela veut dire qu'il faut entretenir des rapports avec d'autres partenaires. Monsieur doit entretenir les rapports avec Mathieu, doit entretenir les rapports avec monsieur. Est-ce que vous me suivez? On vous demande toujours d'être fidèle, c'est pour éviter les maladies. Il y a beaucoup de maladies, donc ce n'est pas bien quand un couple est malade. Lorsque le couple est malade, ce couple est diminué. Et l'adultère est une cause péremptoire du divorce. Si vous allez donc continuer à entretenir les rapports avec votre partenaire, vous allez en train de commettre l'infidélité qui est réprimandée par la loi. La deuxième forme de fidélité, c'est la fidélité morale. Là, on demande de conserver les secrets de couple. Quand il y a des petits formats à la maison, vous appelez votre femme, vous entrez à l'intérieur de la maison, voire même dans la chambre, réglez vos problèmes à deux. Ce n'est pas bien quand ça ne va pas à la maison, les voisins sont déjà au courant. Et aussi, ne fais pas donc quand il y a un petit problème, tu vas te placer au niveau de la cour, tu commences à bavarder. Il est vrai que les hommes sont devenus aussi très conversants. Donc les problèmes de couple, ça s'arrange à l'intérieur de la maison. Le secours ici veut dire que quand l'homme a l'argent, l'homme doit donner à sa femme. Et quand la femme aussi a l'argent, la femme doit donner à son mari. Mais lorsqu'il y a des événements heureux ou malheureux dans la famille de votre femme, vous devez contribuer d'abord financièrement, puis physiquement. Même aussi, lorsque votre mari a des événements dans sa famille, vous devez aussi participer d'abord de manière physique et voire financière aussi. L'assistance ici concerne quand un des conjoints a des problèmes. Si votre mari a des problèmes dans son lieu de service, ou bien il a perdu l'emploi, ou bien il tombe malade, il ne faut pas l'abandonner. Vous devez toujours soutenir. Et monsieur, à la maison, tu ceux qui travaillent, tu trouves que ta femme a des problèmes avec les voisins, tu prends d'abord ta femme, tu mets derrière, tu te places devant. Le reste, tu vas comprendre après, c'est la tort ou bien raison. Hein? Donc il faut d'abord défendre votre épouse. Donc l'article 212 parlait donc de fidélité, secours et assistance. Quant à l'article 213, on dit le mari est le chef de famille. Il exerce cette fonction dans l'intérêt commun du ménage et des enfants. La femme concourt avec le mari à assurer la direction morale et matérielle de la famille, à pouvoir à son entretien, à élever les enfants et à préparer leur épanouissement. La femme remplace le mari dans sa fonction de chef s'il est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause. Alors l'article en question ici parle donc que c'est le mari qui est le chef de famille. Donc c'est votre mari qui est chef de famille, donc vous lui devez du respect. Quand vous allez le respecter, ses collègues de service, les membres de la famille, les voisins vont aussi le respecter. Et le respect mutuel, vous devez aussi respecter votre épouse.
Et quand on dit que tu es chef de famille, on n'a pas dit que tu es chef de gang. Mais le chef de famille, c'est quelqu'un de responsable. Un bon chef de famille dialogue toujours avec son épouse et ses enfants. Un bon chef de famille ne part pas rester au bar à longueur de journée. Un bon chef de famille, quand le travail finit à 15h30, au plus tard à 18h, tu dois être à la maison. On ne veut pas les mauvais chefs de famille quand le travail finit à 15h30 et d'entrer que le lendemain matin. Et il trouve sa femme, il commence à battre sur sa femme. On ne tape plus sur les femmes. La femme n'est pas esclave. Lorsque vous posez les actes responsables, à ce moment-là, votre épouse va vous respecter. Lorsque votre mari n'est pas là, c'est vous qui le remplacez. Mais vous devez aussi vous occuper de la direction morale et matérielle de la famille. D'ailleurs, vous devez vous occuper de votre mari. Quand il veut aller au travail le matin, vous vous levez tôt, vous apprêtez le petit déjeuner. Quand il rentre le soir, si vous avez peut-être préparé la viande de bœuf avec le planteur, vous choisissez des gros morceaux et vous lui mettez dans l'assiette. Il faut qu'il mange bien, n'est-ce pas? Tu dois bien manger, non? Voilà. Quand il va au travail le matin, vous contrôlez est-ce que les habits sont bien repassés, est-ce que la chaussure est bien serrée. Parce que si votre mari va au travail et dans des bras, ce n'est pas ça, c'est votre homme. Vous devez aussi veiller sur les enfants. Donc au départ, c'est votre mari qui est un chef de famille. Nous quittons l'article 213 pour l'article 214. Là, nous allons parler de contrat de mariage. Si le contrat de mariage ne règle pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils contribuent à celle-ci en proportion de leurs facultés respectives. L'obligation d'assurer ces charges pèse à titre principal sur le mari. Il est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie selon ses facultés et son état. La femme s'acquitte de sa contribution aux charges du mariage par ses apports ou par les prélèvements qu'elle fait sur ses ressources personnelles. Donc l'administration lui est réservée. Si l'un des époux ne remplit pas cette obligation, il peut y être contraint par l'autre époux dans les formes prévues à l'article 864 du Code de procédure civile. Là, on parle donc de contrat de mariage. Alors, je suis sûr que tout à l'heure, quand elle va poser la question au couple, le couple va signer les biens communs, n'est-ce pas? Parce que si vous voulez signer les biens séparés, il fallait d'abord aller chez un notaire et vous signer un contrat de mariage que vous devez jouer dans ce dossier. Comme c'est un couple là, je n'ai pas tout le contrat de mariage, donc vous allez donc signer les biens communs. Deuxièmement, on dit les charges pèsent à titre principal sur le mari. Est-ce que monsieur a bien saisi? Parce que là, on dit que tu dois t'occuper de ton épouse. Elle tombe malade, tu l'amènes à l'hôpital, il faut qu'elle soit toujours en santé. Vous devez rationner tous les jours. Il ne faut pas que votre femme reste affamée avec les enfants. Si votre femme a besoin d'une voiture ou bien d'une maison, elle s'adresse à vous. Selon aussi ses moyens, ne pas exagérer tout le monde. Selon ses moyens. La chaussure, la robe, les bijoux, le rouge à lèvres, la coiffure, c'est vous. Donc vous devez mettre votre épouse à l'aise. Il est vrai qu'on dit aussi que la femme doit contribuer aux charges du mariage. Même quand la femme est ménagère, elle contribue déjà aux charges du mariage. Puisqu'en préparant à la maison, en lavant les habits, elle contribue déjà aux charges du mariage. Mais comme je sais que monsieur a dans la ration souvent mademoiselle Foura 10 000 chaque jour, n'est-ce pas? Et tu ne fais pas souvent le marché avec tous les 10 000. Tu fais souvent le marché avec 6 000. Les 4 000 francs qui restent souvent là, tu fais souvent les cotisations avec. Alors le jour que tu es bénéficiaire d'une cotisation, tu apportes tout cela, tu appelles ton mari, tu dis chérie, voilà, j'étais dans une cotisation, voilà ce que j'ai eu. Et votre contribution, si vous venez vous déposer, vous vous asseyez et vous réfléchissez. Si vous êtes encore en location, ou bien vous habitez encore avec vos parents, vous cherchez une portion de terrain pour acheter ou bien une maison. Parce qu'au sortir d'ici, on va commencer à appeler la famille, toi et ton épouse et vos enfants. Vous devez penser à l'avenir de vos enfants. Alors ne faites pas donc quand les salaires tombent, tes amis vont t'appeler quelque part. Arrivé là-bas, tu commences à faire les tours de bière. Quand l'argent est déjà fini, tu viens mentir à madame pour te soutirer. Quand l'argent tombe, tu rentres d'abord à la maison, tu te organises avec madame. Il n'est pas interdit de donner la bière à son frère ou à son collègue ou à son voisin. Mais quand il y a l'argent, tu rentres d'abord à la maison, tu te d'abord avec madame. Maintenant que tu viens donc épouser la jolie,
Elle a une famille, n'est-ce pas? Elle a une maman et votre belle-mère. Quand tu entends que ta belle-mère est malade, rapidement tu l'amènes à l'hôpital. C'est l'hôpital, pas dans les centres de santé. Les ordonnances doivent être payées à la pharmacie. Quand la belle-mère est chez son beau-fils, il faut qu'elle mange la bonne nourriture. Journée internationale de la femme pour payer son pain. N'amenez pas ça chez la couturière, remettez son pain et vous mettez 10 000 dans l'enveloppe. Même si elle va payer 200 de couture, ça ne vous regarde pas. Le beau-père, lui, n'est pas compliqué. Le beau-père va souvent vous appeler mon fils. De temps en temps, vous envoyez son bon rouge. Même si on est interdit de ne pas voir à l'hôpital, envoyez même si vous en cachette, ça ne vous regarde pas. Chaque fin d'année, vous payez son costume et vous l'envoyez. Les beaux frères et les belles sœurs, si vous voulez vous poser certains problèmes et que vous avez des moyens, si vous pouvez les résoudre, vous le faites. Maintenant, le cas de Maria est beaucoup plus compliqué. Parce que tu vas maintenant quitter ta propre famille pour aller vivre définitivement dans la famille de ton mari. Alors les habitudes que tu avais dans ta famille, tu ne vas plus retrouver les mêmes habitudes dans la famille de ton mari. Alors les habitudes que tu trouves là-bas, il faut que tu t'adaptes à ces habitudes. Pour que tu t'adaptes donc à ces habitudes, il faut aimer ton mari d'amour, bien d'amour, uniquement d'amour. Lui aussi, il a une famille, il a une maman et votre belle-mère. Quand elle aussi est malade, vous l'amenez à l'hôpital. Les ordonnances doivent aussi être payées à la pharmacie. Quand elle est aussi chez vous, il faut qu'elle mange aussi la bonne nourriture. Journée internationale de la femme, vous payez son pain et vous mettez aussi 10 000 dans l'enveloppe. Le beau-père n'est pas compliqué. Le beau-père va souvent vous appeler ma fille. De temps en temps, vous envoyez son bon rouge. S'il n'a pas de portable, payez son portable, passez pas souvent. Ouais. Maintenant, il faut beaucoup se méfier des belles sœurs. Il ne faut jamais les dire les secrets de votre couple. Laissez leurs frères même les parler de vos secrets. Quand elles viennent chez vous, servez-les à manger. Le jour que tu n'as pas préparé, il faut leur montrer que les marmites sont vides. Si tu fais qu'aujourd'hui elles viennent, tu ne les donnes pas à manger, demain tu fais la même chose, elles vont commencer à chanter que la femme de télé chiche. Et j'ai dit qu'on peut faire les efforts pour que tu t'entendes avec ta belle-mère et tes belles-sœurs. Tu l'accueilles aussi. Celle qui te cherche les problèmes, tu cherches aussi les problèmes à faire. Monsieur, vivez. Regardez votre fiancée. Elle est comment? Mademoiselle. Regardez votre fiancé. Il est comment? Est-ce qu'on vous a donc forcé de venir pour mari? Est-ce qu'il y a eu des pressions? Vous êtes venu de vous-même, n'est-ce pas? Tout à l'heure, donc, nous allons signer pour le meilleur et pour la vie. Vous sortez d'ici. Dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, quelqu'un d'entre vous peut tomber malade. On ne souhaite pas. Vous faire un accident ou bien perdre son emploi, ne vous abandonnez pas. Est-ce que vous comprenez? Le mariage, c'est un problème d'adulte. On ne se marie pas pour aller divorcer après. Il faut être tolérant. Il faut toujours dialoguer. Le dialogue est très important. Quand il y a le dialogue, l'entente, la vie, tout va bien. Soyez tolérants. Je vais donc chuter par le dernier article, l'article 215, qui dit: le choix de la résidence de la famille appartient au mari. La femme est obligée d'habiter avec lui et il est tenu de la recevoir. Lorsque la résidence fixée par le mari présente pour la famille les dangers d'ordre physique ou d'ordre moral, la femme peut par exception être
à avoir pour elle et ses enfants une autre résidence fixée par le juge. On ne fait pas les commentaires ici. Madame, suivez là-bas derrière. Il y a une cérémonie ici. Si vous voulez faire les commentaires, vous vous mettez dehors. Je m'adresse à vous. Si vous êtes pour un autre mariage, vous attendez dehors. Alors l'article en question dit donc que le choix de la résidence est fait par le mari. Le plus souvent, c'est le mari qui choisit. Cela veut dire que nous sortons d'ici. Si tu habites encore avec tes parents, tu dois aller faire tes valises. Tu dois aller rejoindre ton mari. Vous devez habiter ensemble. Vivre dans la même maison. Dormir dans une même chambre et sur un même lit. Parce que là, il faut consommer le mariage. Ne pas tourner le doigt pour te marier. Il est vrai qu'il y a son petits pompes dans chaque ménage. Elles ne sont pas là. Les problèmes qui ne sont pas graves, n'est-ce pas? Mais quand il y a ces petits problèmes, à 20 h, la femme est déjà au lit. Et comme vous connaissez qu'au niveau du lit, la première place revient toujours à l'homme. La deuxième place, c'est la femme. Et du coup, c'est le mur. Quand il y a donc ces petits problèmes, la femme va se coucher et commence à regarder le mur. Son mari va même la toucher toute la nuit, elle refuse, elle ne fait que regarder le mur, elle ne fait pas ça. Elle dit qu'il faut consommer le mariage. Il y a le phénomène. Le bail de la journée internationale de la femme que vous avez reçu l'année passée, le Kaba. Kabangodo, tellement que tu aimes aussi mettre ce Kaba-là à tout moment. Quand monsieur a la lampe du travail, tu as toujours le même Kaba. Et ça sent même bien la fumée. C'est pour cela que monsieur a fait souvent 15 minutes, il ressort et commence à se balader. Tu sais pour qu'il ne sorte plus quand il a plus du travail, c'est ce qu'il faut faire. Quand tu sais donc que ton mari veut donc bien rentrer du travail, tu enlèves alors le Kabbalah. Tu te mets dans une tenue sexy. Tu mets un peu de rouge à l'aise. Tu vas voir quand il va rentrer, dès qu'il va jeter un coup d'œil, il se voit sur cette tenue, il va commencer à siffloter seul. Il sera très content, il ne va donc plus sortir. Dès qu'il finit donc de se reposer, tu le sers à manger, en fait, vous devez tout manger ensemble avec vos enfants. Une fois que vous finissez donc de manger, vous parlez au niveau du salon visionné. Quels sont les fêtons qui passent là? Vous voyez son Bernard. Lorsque vous êtes en train de visionner, tu fais 15 minutes rapidement, tu vas te coucher. Tu vas voir monsieur, va pas faire 5 minutes, il va te retrouver là. Et quand il va donc trouver que tu es déjà couché, quand il va te toucher, tu sais comment tu vas répondre. Suivez donc attentivement. Quand il va donc te toucher, tu vas répondre, prends. Ce sont tes choses. Et vous allez voir quand monsieur a se levé le matin, sera le premier à saluer. Voisin, salut! Si à la veille, tu avais posé un compte de 100 000 francs le lendemain, elle va te donner 350 000. On dit aussi que tu peux définir le choix de la résidence seulement si ce choix présente les dangers. Un danger d'ordre physique n'accepte pas que votre mari arrive les marécages. Parce qu'au niveau des marécages, on retrouve les souris, les serpents, les cafards et les moustiques. Quand les moustiques te piquent, ça donne le paludisme. Et le paludisme est une maladie très grave à Djibouti. Ou en saison pluvieuse, votre maison sera toujours inondée d'eau et les effets de la maison vont se gâter. Un danger d'ordre moral n'accepte pas que votre mari aille habiter à côté de l'une de ses anciennes copines. Si par habiter à côté de l'une de ses anciennes copines, vous lui demandez de partir de là. Si elle ne veut pas partir de là, vous saisissez un juge. Parce que c'est là parce qu'on te provoquer. Tu passes le matin des injures, à midi des injures. Or, une femme mariée ne se querelle plus n'importe comment. Un autre danger d'ordre moral. Vous connaissez le carrefour familial. Carrefour Campsonnel. Deuxième carrefour de Mambo. Carrefour de Kou. Carrefour Ngora Djanembala. Mini-Fer Mélène. N'accepte pas que votre mari habite ce genre de coin. C'est le mauvais coin. C'est les coins que quand tu passes la nuit, les femmes sont toujours tenues debout. Quand l'homme passe et demande à l'homme, on fait comment? Il y a la prostitution, il ne faut pas prendre ce
genre d'éducation de vos enfants. C'est un accès d'ordre moral. En dehors de ça, s'il a choisi un tel endroit, ensemble, vous habitez avec votre mari. Chers mariés, chers parents, chers invités, je vous remercie donc de m'avoir écouté. Merci beaucoup.